Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pendant cette période de fin d'année. Voici le sommaire de ce journal. Nous ferons le bilan du championnat d'automne avec un spécialiste, le correspondant football pour la chaîne L'Équipe et RTL. Monaco est 3e à la fin de cette phase aller, avec un bilan intéressant, 10 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Nous avons le village de Noël sur le quai. Eh bien, à New York, ils ont Bryant Park. Alexandra Pani vous présentera ce magnifique marché de Noël dans sa chronique US. À l'heure où nous célébrons la naissance de Jésus, qu'en est-il de la laïcité? Comment est-elle respectée? Où sont ses limites? Nous discuterons de tout cela avec l'abbé Christian Venard. La traditionnelle parade de Noël du club des Fiat 500 Monte-Carlo a fait son retour pour sa 5e édition hier soir dans les rues de la Principauté. Et enfin, nous vous ferons découvrir un breuvage à consommer avec modération, le Monte-Carlo Vermouth. La Roca Team renoue avec la victoire en Euroleague après 2 défaites consécutives. Les basketteurs monégasques l'ont emporté 91-80 à l'extérieur face au Bayern de Munich hier au soir. Monaco est pour l'instant 5e au classement. L'ASM jouera 2 matchs la semaine prochaine. Le premier à l'extérieur dans le championnat de France, mardi face à Boulogne-le-Valois. Et le deuxième en Euroleague, vendredi, salle Gaston Médecin. Monaco accueillera le Barça, 2e au classement. Et si on parlait de foot également, c'est la fin de la première partie du championnat de Ligue 1. Monaco est sur le podium de la phase aller, 3e derrière Nice et Paris. L'occasion pour nous de dresser un bilan à mi-parcours avec le correspondant pour la chaîne L'Équipe RTL, Mickaël Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. C'est la fin de la première partie du championnat de Ligue 1. Monaco, 3e. Comment est votre verre concernant ce résultat? Moitié plein, moitié vide? Parce que une 3e place, c'est bien, mais il y a eu quand même quelques loupés, et surtout, par exemple, dans les prolongations. Alors, on peut parler d'un très bon début de saison pour l'AS Monaco, un jeu flamboyant, beaucoup de buts inscrits, beaucoup de buts aussi encaissés, et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir ajuster la mire du côté des Monégasques, parce que c'est vrai qu'à 18h en cours de saison a voulu changer un petit peu sa philosophie de jeu en essayant d'avoir une équipe un peu plus compacte, un peu plus organisée, qui prendrait moins de buts, et ça l'a été un petit peu au détriment des buts inscrits. Donc malgré tout, une 3e place dans ce championnat derrière le Paris Saint-Germain et le voisin niçois, c'est tout de même très bien pour l'AS Monaco, parce que rappelons-le quand même que Monaco ne joue pas de Coupe d'Europe cette année, a fini au-delà des places européennes la saison dernière, et être sur le podium pour le moment, c'est satisfaisant. Vous l'avez dit, hein, le Sud-Est est en force. Là, c'était avec Nice 2e et nous 3e. C'était attendu, ça? Alors, Nice, pas du tout. À cette 2e place, c'est quelque chose d'assez inespéré au départ pour cette équipe. Pour Monaco, oui, quand même, malgré tout, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de Coupe d'Europe cette année, donc un seul match par semaine, et puis quand même un entraîneur avec des idées, avec du jeu, un recrutement cohérent du côté de Thiago Scuro, le nouveau directeur sportif à l'intersaison, avec des ambitions assez élevées de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, voir Monaco sur le podium pour le moment cette saison, c'est plutôt normal. Quelles sont, selon vous, les forces et les faiblesses de l'équipe? L'attaque pour les forces, la défense pour les faiblesses, c'est aussi simple que ça, non, hein? Ça serait bien que ce soit aussi simple que ça, mais non, ça ne l'est pas. On voit encore que l'AS Monaco peut chercher parfois quel est le bon attaquant de pointe. On voit que Balogun, même s'il a marqué quelques buts dans ce début de saison, il a encore un petit peu de mal à être tout le temps décisif. On se souvient de ces 2 pénaltys, par exemple, arrêtés par Boulka face à Nice lors du derby. Donc on attend peut-être un petit peu plus de Balogun devant. Il y a cette interrogation autour de Ben Yedder. Peuvent-ils jouer ensemble? Ils l'ont montré là à Toulouse qu'ils pouvaient jouer ensemble, donc pourquoi pas les revoir. Et puis il y a aussi Golovin, qui est un joueur magnifique, extraordinaire, mais qui parfois sort un peu des matchs ou a fait des fautes stupides. Tout n'est pas parfait dans cette équipe de l'AS Monaco. Il y aura la Coupe d'Afrique des Nations à venir aussi, avec pas mal de joueurs qui vont être pris. Minamino qui va être lui pris par la Coupe d'Asie. Donc ça fait pas mal de joueurs en moins au mois de janvier. Mais c'est pour tous les clubs un peu comme ça aussi. Donc Monaco devra passer ce moment-là à peu près comme tous les clubs de Liga, en tous les cas ceux qui jouent le haut du tableau. Vous avez cité Minamino. C'est vrai qu'on a découvert en ce début de saison des joueurs ou redécouvert des joueurs. Je pense par exemple comme Minamino, mais il y a aussi Akliouche par exemple. Oui, c'est une belle révélation de ce début de saison, même si on l'avait entrevu déjà un petit peu la saison dernière. Magnus Akliouche, c'est un très grand talent. Alors,
un peu dans le dur là sur ses dernières performances, mais c'est normal, c'est un jeune joueur, il peut pas répondre présent à tous les matchs comme son entraîneur le voudrait peut-être. Il faut lui laisser encore un petit peu de temps, mais c'est vrai que Magnus Akliouche est un grand talent, tout comme on attend le retour quand même malgré tout de d'Elias Benseguir dans cette équipe de l'AS Monaco qui a été privé de terrain pour différentes blessures dans cette première partie de saison et qui pourrait être aussi un facteur plus dans l'effectif d'A18R dans la deuxième partie. La trêve hivernale et donc le mercato d'hiver, qu'est-ce que devrait faire Monaco ? J'ai lu ici ou là qu'ils étaient sur le défenseur de Brest, Brassier. Pourquoi pas? Ça serait peut-être une bonne pioche de ce côté-là. Mais c'est vrai que en attaque normalement il y a ce qu'il faut avec le retour, comme on l'a dit, de Benseguir, Ben Yedder, Balogun, Minamino, Golovin qui sont là, Boadou qui est toujours au club. Peut-être une porte de sortie pour lui lors de ce mercato d'hiver, mais voilà, en défense, peut-être sur un côté, parce que le Caillou Henrique est absent, ben Ismail Jacobs ne répond pas toujours aux attentes. Donc voilà, peut-être se renforcer de ce côté-là. Comment devrait être, à votre avis, cette deuxième partie de saison ? Moi, je vois l'AS Monaco rester sur le podium d'ici la fin de ce championnat. À la deuxième ou la troisième place, tout dépendra peut-être du parcours de l'OGC Nice aussi, s'il s'effondre ou pas dans cette deuxième partie de saison, ou s'ils arrivent à maintenir eh bien des performances assez exceptionnelles. Mais Monaco a les moyens de rester voilà sur ces 2-3 premières places. Aller chercher le Paris Saint-Germain, ça me semble assez compliqué aujourd'hui, même si on pouvait l'espérer en début de saison, vu le jeu que proposait l'AS Monaco. Mais Paris est sur une autre planète encore cette année, je pense. Tant que Mbappé sera dans cette équipe, il sera très difficile d'aller les chercher. Mais voilà, le podium, ça me semble quelque chose de totalement abordable pour l'ASM d'ici la fin de saison. Et on verra ça à la reprise, c'est le 13 janvier pour Monaco. Monaco qui accueille Reims. Mickaël Lefebvre, merci. Merci à vous. 2 jours de Noël, Alexandra Pani nous amène pour cette chronique américaine à la découverte du marché d'hiver de Bryant Park. Bonsoir Alexandra. On peut voir que le marché est très fréquenté. Bonsoir à vous. Oui, il y a toujours beaucoup de monde par ici. Si j'ai choisi de vous amener dans les allées du marché de Noël de Bryant Park, c'est parce qu'il a été élu pour la 2e année consécutive plus beau marché de Noël au monde par le site internet Planet Cruises. Cadeau de dernière minute, pause gourmande ou sa patinoire. Suivez-moi pour une visite guidée de ce marché assez incroyable. Pas de magie de Noël sans ces célèbres marchés, que l'on soit amateur d'artisanat local, à la recherche de sucreries pour le goûter ou juste à flâner dans ses allées. Le marché niché dans le verdoyant jardin de Bryant Park est un passage incontournable de ces fêtes de fin d'année. Depuis 22 ans, il est le premier à lancer les festivités dès la fin du mois d'octobre et ce jusqu'au 3 mars. Situé juste derrière la New York Public Library, vous aurez le choix entre ces 180 kiosques. Parmi les idées cadeaux à ramener, vous pourrez opter pour un bijou délicat, une décoration pour votre sapin ou encore de jolies illustrations comme ici chez Nachi, basé à Brooklyn. Very big markets, very busy, and it's like the best market in New York City and I think in the world. So when I first started, I would draw the songs on my albums. And you can scan the QR code for music, or on the back there's lyrics. You can download the music for free. I didn't know I could draw, it was a mistake. And then I started drawing New York City and cats and birds and kind of everything, and here we are. Vous l'aurez compris, on privilégie bien sûr la création locale. Ces marchés sont l'occasion de découvrir de petites entreprises familiales installées dans la région. C'est le cas également de Three Bluebirds, présent à Bryant Park depuis une dizaine d'années. We're a family business. My father-in-law is the artist, the designer. He does all the designs. And they are based in Connecticut, just right outside New York City. The markets here during the holiday season are one of the most important seasons or part of the year for our family business, and we have a lot of customers who love to come back and buy new designs and kind of stock up again on the dishcloths, so we love it. Yeah. Et tout ce shopping ouvre l'appétit, plusieurs stands gourmands sont à retrouver ici. Nous sommes à New York, donc un très large choix de cuisine du monde est disponible, des spécialités asiatiques, allemandes, mexicaines et bien sûr américaines, mais ce stand bien de saison remporte un franc succès. Currently I'm waiting for the baguette that has lots of cheese on it. This place, it's really lively during the winter time. It gets overcrowded. It's a very popular place to go, basically.
Alors que chez nous, le vin chaud est la vedette des marchés de Noël, ici le cidre est aussi très tendance, tout comme le chocolat chaud, à déguster à tout âge. Dernier arrêt obligatoire, la patinoire. C'est l'unique patinoire gratuite de New York, si l'on vient avec ses propres patins bien sûr. Et son importante superficie saura satisfaire les amateurs de triple loops piqués. Pour ma part, vous l'aurez compris, je suis plutôt team chocolat chaud, près des igloos chauffés que vous voyez derrière moi. Vous avez raison, on se réchauffe avec un chocolat chaud que l'on peut prendre également au village de Noël sur le quai à Monaco. En cette période de Noël, justement, où l'on va célébrer la naissance de Jésus à Bethléem il y a 2023 ans, parlons de laïcité. Une bougie religieuse à l'Élysée a allumé la polémique début décembre. Le président français a par la suite déclaré que la laïcité ne signifie pas l'effacement des religions du débat public, en insistant sur le fait que c'est une loi de liberté. Pour réagir notamment à cette phrase, nous recevons le délégué épiscopal à la communication du diocèse de Monaco, l'abbé Christian Venard. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Il y a une actualité particulièrement religieuse en cette fin d'année, alors tout naturellement parce que nous célébrons la naissance de Jésus, mais je veux parler plus particulièrement de l'actualité contemporaine, notamment en France avec la laïcité. Je rappelle un peu le contexte. Emmanuel Macron, le 7 décembre, célèbre avec le grand rabbin de France la fête juive de Hanouka, et le rabbin allume une bougie symbolique à l'Élysée. Ça a fait polémique. Vous comprenez cette polémique ? Ah, écoutez, dans le contexte assez tendu en France entre la religion et l'État, oui, on peut le comprendre. Hein. Ces 50 dernières années, il y avait une vision très, comment dirais-je, un peu excessive de cette laïcité, alors qui avait été un peu bémolisée, si vous me passez l'expression, par Nicolas Sarkozy, qui avait eu le mot d'une laïcité positive. Et puis là, le président Macron, dans la fameuse interview qu'il a donnée, on lui a fait évoquer cette question. Et puis là, il a dit à un moment donné, la laïcité n'empêche pas, je cite de mémoire, d'inclure les religions dans le débat public. Alors, j'ai envie de dire, c'est mon petit côté un peu facétieux, ah bon, première nouvelle. Parce que si vous voulez, sur des sujets aussi importants pour les religions que la fin de vie, l'euthanasie, l'avortement, les délais, la prolongation des délais possibles pour l'avortement, le mariage homosexuel, on n'a pas vu beaucoup le gouvernement, les parlementaires interroger avec sérieux les religions. Donc, dont acte, ce que je comprends derrière tout ça, si vous voulez, c'est que, évidemment, il y a une donne nouvelle en France qui est l'arrivée d'une religion, pour ne pas la nommer l'islam, pour laquelle la laïcité n'a aucun sens, si vous voulez. La laïcité, c'est un concept catholique, si j'ose dire, en tout cas un concept chrétien. Ça s'ancre dans la parole même de Jésus, donner à Dieu ce qui est à Dieu et rendre à César ce qui est à César. Donc cette distinction, qui n'a pas toujours été facile d'ailleurs, même en Occident, mais elle est quand même fondatrice de notre civilisation occidentale. C'est pas du tout le cas dans la civilisation de l'islam, dans laquelle, au contraire, la vision est que le politique doit être soumis à la religion. Et que alors, c'est la religion je vais me permettre de vous piquer, parce que du coup, nous, à Monaco, on est dans un pays concordataire où la religion est dans la Constitution. Oui, alors, mais c'est intéressant parce que justement, dans notre pays, alors parfois on se moque un petit peu de Monaco. Vous savez, le Monaco bashing, c'est tellement facile en disant cette principauté arriérée dans laquelle la religion catholique est la religion d'État. Mais si vous voulez, si on ne regarde de plus près, même sur nos 2,5 km², le fait que l'État soit catholique, le fait qu'il y ait un accord dont on a fêté d'ailleurs l'anniversaire il y a 2 ans entre le Vatican, entre le Saint-Siège et Monaco qui reconnaissent ce statut dans l'article 9 de la Constitution, non seulement, et là je cite notre prince souverain, non seulement n'est pas un empêchement à la liberté de conscience et à la liberté religieuse, mais au contraire, du fait que ça s'ancre dans la pensée même du catholicisme, il y a une obligation à respecter la conscience. Encore une fois, je suis bien conscient, j'ai été historien dans une autre vie, que ça n'a pas toujours été rose et pas toujours facile dans les 2000 ans d'histoire de l'Église sur le continent européen. Mais aujourd'hui, j'allais dire la pensée chrétienne, c'est que au contraire, on doit respecter, c'était un des grands thèmes d'un pape comme Jean-Paul II, on doit respecter la conscience de tout être humain, qu'il ait envie de croire, qu'il n'ait pas envie de croire, et s'il a envie de croire, dans la religion qui lui paraît le plus adapté pour lui.
Alors pour revenir à la polémique de la bougie et de l'Élysée, vous pensez sincèrement que si ça avait été un prêtre, un évêque, un archevêque qui brûle un cierge, il y aurait eu cette polémique? Autrement dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une laïcité à deux étages, par exemple? Ah, je pense que la polémique aurait été encore plus violente. Si vous voulez, parce que, ah oui, 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 parce que si vous voulez, dans le rapport entre l'État en France et les religions, les rapports les plus conflictuels sont avec la religion catholique. Et ça sent que, si vous voulez, pour des raisons historiques. Hein, c'est vraiment pour des raisons historiques. Et donc, je pense que si le président avait proposé, et à mon avis, il ne l'aurait jamais fait, à un prêtre de dire publiquement une prière à l'Élysée, ça aurait fait encore plus de scandale. Après, si vous voulez, ma pensée profonde là-dessus, vue maintenant de Monaco, c'est que tant mieux si la République française, d'un seul coup, se dit tiens, qu'on ne peut pas laisser de côté complètement les religions. D'une certaine façon, c'est peut-être un peu de sagesse. Une autre actualité religieuse importante, hein, la déclaration récente du pape concernant les mariages homosexuels. Pouvez-vous nous expliquer quelle est cette position ou cette déclaration? Alors, déjà, merci de poser la question parce que ce n'est pas une déclaration du pape. Et puis, ce document ne parle pas de mariage homosexuel, ce document parle de bénédiction et, j'allais dire, appel à une attention pastorale vis-à-vis de tous ceux et de toutes celles qui, par leur situation, entre autres matrimoniale, ne sont pas dans une espèce de conformité à la pensée de l'Église. On peut penser aux divorcés remariés, on peut penser, les médias l'ont beaucoup fait, et vous venez de le faire, aux couples de même sexe, mais on peut penser à tout un tas d'autres personnes qui, du fait de leur situation, seraient en situation de péché objectif par rapport à la pensée de l'Église, par rapport à la morale de l'Église. Alors le pape dit, concrètement, il ne faut pas exclure ces personnes-là, et si elles demandent à cheminer néanmoins avec Dieu, il faut quand même voir ce qu'on peut faire avec elles. Vous comprenez ce changement de position? J'y vois plus une espèce de coup de com', un coup de communication du Vatican. Je ne vous cache pas que beaucoup de catholiques trouvent ça gênant. Voilà, parce que ça met peut-être ça met même sûrement de la confusion. On voit bien comment les médias se saisissent de ce sujet parce que voilà, c'est très amusant. Les mêmes médias qui ne voudront sûrement pas entendre l'Église parler de l'euthanasie sont les mêmes qui d'un seul coup disent ah ça y est, l'Église change enfin. Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils écoutent avec autant d'attention les positions de l'Église quand elle parle par exemple de la fin de vie ou quand elle parle des pauvres, quand elle parle des migrants, quand elle parle du respect aussi de l'enfant à naître, que quand le pape, en effet, attire l'attention pastorale sur la situation des couples, en particulier homosexuels ou divorcés remariés, qui souhaitent néanmoins ne pas exclure Dieu de leur vie et qui se retrouvent dans cette position peu confortable et qui est une situation de ce qu'on appelle, nous, de péché objectif par rapport à la loi de l'Église. Que souhaiteriez-vous dire comme ça aux téléspectateurs pour ces fêtes de fin d'année, là? Écoutez, un message très simple. Si vous êtes chrétien, ne passez pas ces fêtes de fin d'année sans aller retrouver le Seigneur Jésus. Allez le retrouver dans le sacrement de la réconciliation, dans la confession. Allez le retrouver dans les célébrations et qui sont proposées notamment en principauté, qui sont nombreuses. Venez prier avec les autres chrétiens, le prince de la paix, celui qui nous réconforte. Et si vous n'êtes pas chrétien, si vous êtes peut-être même athée, n'oubliez pas, au milieu de toute cette fête, un peu de transcendance. N'oubliez pas que ces fêtes sont aussi l'occasion pour tous, croyants ou non croyants, d'exprimer aussi de la solidarité avec les plus pauvres, de montrer aussi que on peut espérer un avenir meilleur. Je crois que c'est aussi un des sens de cette fête de Noël. La lumière brille dans les ténèbres. Pour nous, cette lumière, c'est Jésus-Christ, mais cette lumière, elle est faite pour tous et on a tous besoin de cette petite flamme au fond de nous qu'on appelle l'espérance, de la possibilité de construire un monde meilleur. Et sachez que vous pouvez nous retrouver, Christian et moi-même, ce samedi et ce mercredi à 21h pour votre émission Le Débat, avec la projection du film Tu me passa, une comédie italienne sur la foi, qui pose d'ailleurs une question, pourquoi consacrer comme ça sa vie à Dieu? Merci Christian, et passez de bonnes fêtes dans le Périgord. Merci beaucoup, très belle fête à tous ceux qui nous regardent et très joyeux Noël. À très bientôt Christian.
Et pour rester dans l'esprit de Noël, un concert sera organisé par l'ONG Eliscar en partenariat avec le diocèse de Monaco. Concert de Patrick Fiori et Jacob donné le 8 janvier prochain en la cathédrale à 19h en faveur des réfugiés arméniens du Haut-Karabakh. Pour info, depuis le 19 septembre, plus de 100 000 Arméniens ont fui le Haut-Karabakh à l'issue de l'offensive de l'Azerbaïdjan. Sans transition, la traditionnelle parade de Noël du club des Fiat 500 Monte-Carlo a fait son retour pour sa 5e édition hier au soir dans les rues de la Principauté. Juliette Rappert et Thomas Deus sont allés à la rencontre de ces amoureux de la Cinquecento à l'ancienne. Ils étaient plus d'une trentaine de passionnés de ces petites voitures et pas n'importe lesquelles, les Fiat 500 produites de 1936 à 1975. Déguisés en Père Noël, ils ont traversé la Principauté de Fontvieille jusqu'à la place du Casino, de quoi faire rêver les passants pendant ces périodes de fête. C'est une petite Fiat, c'est un emblème iconique, c'est quelque chose de joyeux. Chaque fois qu'on passe par Monaco en parade, tout le monde il nous salue et nous écrit. Certaines fois, il laisse tomber les Ferrari et il prend les photos de nos voitures. C'est la parade pour nous faire les vœux. Et aux membres du club, c'est qu'on passe des bons moments ensemble. Il y a des traditions à lesquelles nous tenons bien de les garder. L'esprit de Noël, pour nous, c'est très important. À ce jour, environ 25% des Fiat 500 historiques circulant en Principauté font déjà partie du club. Un moment convivial pour les participants et des étoiles plein les yeux pour les passants de la place du Casino qui n'ont pas hésité à se prendre en photo devant les Topolino apprêtés pour l'occasion. Voilà des Fiat 500 qui contribuent à la magie de Noël. Et en cette fin d'année, il est de coutume de trinquer pour se souhaiter de bonnes fêtes. Et pourquoi pas avec un nouveau-né, le Monte-Carlo Vermouth. Le reportage de Christine Natomel, Alexia Vial et Clélia Renaud. Le Monte-Carlo Vermouth est un tout nouveau produit qui a pour vocation à rendre hommage à la Principauté de Monaco et à sa région. Un produit qui a vu le jour grâce à une collaboration fructueuse avec la distillerie Comte de Grasse. Grasse, qui est la capitale du parfum, et qui a conçu une recette très soignée, très haut de gamme. Il faut savoir que le vermouth, c'est une base de vin qu'on mélange avec de l'alcool. Et donc on a choisi les meilleurs produits, à la fois le vin et à la fois pour les aromates qui composent l'essence d'alcool, pour faire notre Monte-Carlo Vermouth qui est exceptionnellement équilibré. Et le lien avec Monaco dans tout ça, bien entendu, c'est le savoir-faire français à Grasse, le savoir-faire italien pour le vin du Piémont. Et puis, dans l'essence d'alcool qu'on utilise, il y a de la rose. Et les roses sont prélevées à la roseraie de Fontvieille. Et donc tout ça, c'est l'hommage qu'on voulait rendre à la Principauté, à sa région. On utilise pour le vin blanc une base de Moscato d'Asti en appellation d'origine contrôlée. Et pour le vermouth rouge, et ça c'est une particularité, on utilise du vin rouge Nebbiolo, également en appellation contrôlée. Donc c'est vraiment les meilleurs produits qui sont utilisés pour faire ce vermouth. Et si les meilleurs produits sont utilisés pour produire le Monte-Carlo Vermouth, cet élixir a aussi un écrin bien particulier conçu par une grande maison, c'est le verrier Stolf, qui a donné vie à la bouteille, une pièce maîtresse, majestueuse, élégante et unique, à l'image de ce vermouth et de la Principauté. Et je me dois de vous dire que c'est à consommer avec modération. La météo avec Frédéric Hélion avant de se quitter. Le temps sera-t-il agréable pour la veille de Noël ? Il y aura un peu plus de nuages, Fabien, mais pas de quoi altérer le beau temps. De belles éclaircies sont attendues toute la journée. Les températures restent douces avec 7 degrés le matin et 13 l'après-midi. Dimanche 24 décembre, vous pourrez souhaiter une bonne fête à toutes les Adèles. Merci Frédéric. C'est le moment de faire une rétrospective des photos 2023. Dans le rétro aujourd'hui, la thématique la culture en Principauté. Ce sont des clichés de Manuel Vitali, Stéphane Dana et Frédéric Nébinger. On se retrouve demain, dimanche 24 décembre, pour un nouveau JT à partir de 18h30. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à demain.